Là où l'anglais dispose d'un mot unique, punishment, le français en dispose d'au moins 3. Punition, peine, châtiment. Bien sûr, je n'ignore pas que d'autres substantifs existent en anglais, chastisement, qui est tombé en désuétude, retribution, qui renvoie généralement à une justification spécifique de l'acte de punir, proche de l'idée de vengeance, penalty, qui désigne plutôt la modalité particulière de cet acte, qu'il s'agisse d'une amende ou d'une exécution, correction, qu'on utilise pour qualifier les institutions pénitentiaires. Et bien sûr, chacun de ces mots occupe un champ sémantique plus ou moins large, plus ou moins délimité, qui excède les définitions que je viens d'en donner. Et c'est le cas également pour les équivalents français. Mais que l'on parle de punition donnée par un instituteur ou un parent, de la peine d'emprisonnement prononcée par le juge, du châtiment divin qui s'abat sur un peuple, c'est presque toujours le mot punishment qu'on utilise en anglais. L'avantage de cette contrainte lexicale, un seul terme, est qu'elle permet de penser ensemble des situations que l'on tend à distinguer en français selon que l'on se situe avec la peine dans un cadre légal, la justice, avec la punition dans un cadre extralégal, l'école, la famille, tandis que le châtiment est plutôt réservé au langage littéraire ou à des usages particuliers, comme dans l'expression châtiment corporel. Mais l'inconvénient, en contrepartie, est bien sûr une certaine indétermination sur la signification du mot punishment. Et c'est ce qui a conduit le philosophe britannique Anthony Flew à écrire dans un article influent de 1954 que le terme, je le cite, est à la fois vague et lâche. Vague, je le cite encore, parce qu'il n'y a pas de ligne clairement tracée délimitant quand nous devons cesser de l'utiliser, par exemple dans le cas où on punit un innocent, ou bien quand on le fait en dehors de la légalité. Et lâche, je cite encore, parce que de nombreuses questions peuvent se poser sur son applicabilité, même en admettant qu'on les définit précisément. Ainsi, on peut se demander s'il est légitime d'utiliser le mot lorsqu'on ne met en œuvre aucune procédure permettant de punir des coupables, mais qu'on se contente, par exemple, d'exécuter autant de personnes qu'il y a eu de meurtres, sans que ce soit nécessairement les coupables. Afin de clarifier le sens du mot punishment, pour des raisons donc strictement pratiques, à savoir disposer d'une base commune de discussion, Anthony Flew définit ce qu'il appelle un standard case, une sorte de forme idéale typique du châtiment. Et j'utilise donc le mot châtiment pour conserver la signification générale de l'acte de punir, que je préfère ici au mot peine, qui renverrait à la seule forme juridique, ou au mot punition, qui évoquerait souvent des formes mineures, comme dans le cas de la relation parentale. Donc parler de punishment, de châtiment en français, nécessite, selon le philosophe britannique, que soient validés 5 critères. Premièrement, il implique un mal ou un désagrément, mais pas nécessairement une douleur, comme cela a pu être le cas par le passé avec le fouet ou la torture. Deuxièmement, il répond à une infraction supposée. Troisièmement, il concerne la personne présumée l'avoir commise. Quatrièmement, il suppose l'action volontaire d'une ou plusieurs personnes et non un simple accident. Cinquièmement, il est imposé en vertu de l'autorité par les institutions dont les lois ou les règles ont été violées et non par des acteurs autoproclamés. Donc, cette forme standard n'est pas limitée, ajoute Anthony Flew, au seul monde judiciaire, typiquement le procès, mais elle s'applique aussi à d'autres domaines comme l'école, l'administration, les syndicats, les associations professionnelles, etc. Toutes institutions qui sont régies par un cadre formel de lois ou de règles permettant de reconnaître des cas où ce cadre n'est pas respecté et pour lesquels le contrevenant peut être puni. De plus, précise-t-il encore, elle n'écarte pas des situations dans lesquelles les fondements légaux ou moraux du châtiment sur lesquels elle repose sont considérés comme discutables, par exemple une législation répressive sous une dictature, car l'usage commun considère, dit-il, que même dans ces cas, il s'agit bien de punir. Cette définition
a été reprise à peu près à la même époque par un autre philosophe britannique, H.L.A. Hunt, dans un article qui est devenu la référence obligée de la philosophie du droit de langue anglaise. On y retrouve les 5 critères, mais avec 2 modifications que je crois significatives. D'une part, le châtiment inclut bien l'infliction d'une souffrance, par exemple un emprisonnement, qui peut toutefois être remplacé par, dit-il, des conséquences normalement considérées comme désagréables, par exemple des réparations financières. Et d'autre part, et surtout dans sa version standard, le châtiment exclut 4 situations décrites comme, dit-il, des cas de validité inférieure ou secondaire, substandard ou secondary, à savoir, premièrement, ce qui ne relève pas du cadre légal imposé par des institutions officielles. Deuxièmement, ce qui n'est pas du ressort de la loi, telles les relations familiales ou scolaires. Troisièmement, ce qui affecte indirectement ou collectivement des personnes de l'entourage. Et quatrièmement, ce qui sanctionne des personnes autres que celles supposées avoir commis l'infraction. Donc dans tous ces cas, on ne parlera pas de punishment, de châtiment, selon Hunt. Cette version de la forme standard, selon laquelle le châtiment serait donc l'infliction d'une douleur ou d'un désagrément qu'une autorité légale fait intentionnellement subir à l'auteur présumé d'une violation de la loi, est donc une expression en quelque sorte idéale qui correspond à la peine administrée par des juges dans un tribunal en respectant strictement les termes du droit. Elle écarte ainsi une série de situations problématiques au regard de cette norme que les agents qui les provoquent et les agents qui les subissent considèrent pourtant bien comme étant des châtiments, mais que le juriste pourrait récuser en disant « Non, ces cas ne correspondent pas à ma définition, donc je n'ai pas à les examiner, puisque ce ne sont pas en fait des châtiments. » Or, c'est là une difficulté classique en sciences sociales. Lorsqu'on veut étudier un sujet, on s'efforce d'en déterminer le périmètre, c'est-à-dire de répondre à la question « De quoi parle-t-on » Opération qu'anthropologues, sociologues, politistes, etc. décrivent généralement comme construire son objet. Elle peut prendre 2 formes qu'on appelle éthique, E-T-I-Q-E, et émique, E-M-I-Q-E, 2 qualifications très utilisées en sciences sociales, qui sont des traductions en fait de 2 termes anglais, éthique et émique, proposés par le linguiste Kenneth Spike en 1954. Donc soit on établit une définition, et le travail empirique qu'on va réaliser consistera à vérifier si les situations observées coïncident effectivement avec cette définition. Et si tel n'est pas le cas, on ne les retient pas. On parle dans ce cas de démarche éthique, sans H, c'est-à-dire décidée de l'extérieur par la chercheuse ou le chercheur. C'est l'option que retient par exemple Émile Durkheim dans sa grande étude sur le suicide, puisqu'il commence par délimiter ce qu'il considérera comme suicide et ce qu'il rejettera comme n'en relevant pas. Je le cite, « Comme le mot suicide revient sans cesse dans le cours de la conversation, on pourrait croire que le sens en est connu de tout le monde et qu'il est superflu de le définir. Mais en réalité, les mots de la langue usuelle, comme les concepts qu'ils expriment, sont toujours ambigus, et le savant qui les emploierait tels qu'il les reçoit de l'usage, sans leur faire subir d'autres élaborations, s'exposerait à de graves confusions. » Soit, à l'inverse, on observe la manière dont la société, ou plutôt ses membres, donnent sens à ces faits que l'on s'efforce de saisir, sans préjuger de ce qu'ils sont censés être. On parle dans ce cas de démarche émique, c'est-à-dire reflétant le point de vue des agents. C'est l'approche que prône Max Weber dans sa théorie compréhensive qui s'appuie sur la subjectivité des personnes dans leur rapport au monde et dans l'orientation de leurs actions. Je le cite, « Nous appelons sociologie une science qui se propose de comprendre par interprétation l'activité sociale et par là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets. Nous entendons par activité un comportement humain quand et pour autant que l'agent ou les agents lui communiquent un sens subjectif. » Le choix entre les 2 démarches dépend du paradigme disciplinaire dans lequel on se situe. Dans les disciplines normatives, telles que le droit, souvent la philosophie,
ou déductives, telles que la science politique et souvent la sociologie quantitative, on tend à délimiter soi-même son objet et donc à exclure certains faits que les agents considèrent pourtant comme en relevant parce qu'ils ne correspondent pas à la délimitation qu'on a établie. Dans les disciplines inductives, au contraire, telles que l'anthropologie, pour l'essentiel l'histoire et la sociologie qualitative, on tente à faire confiance aux agents en reconnaissant que leur représentation et leur savoir sont essentiels à ce que l'on veut appréhender. Mais la distinction entre les deux démarches, qui paraît simple comme telle que je viens de la présenter, n'est pas toujours aussi évidente qu'on pourrait le penser, et les deux pères de la sociologie eux-mêmes se situent souvent sur la frontière entre éthique et émique. Ainsi, Émile Durkheim appelle crime, je le cite, « tout acte qui, à un degré quelconque, détermine contre son auteur cette réaction caractéristique qu'on nomme la peine ». Vous voyez qu'il inverse la définition qu'on pourrait en avoir. Donc d'un côté, il propose une définition, tout acte qui détermine une peine, mais de l'autre, cette définition procède des agents sociaux, la réaction pénale contre l'auteur. Et de même, Max Weber affirme qu'il n'existe sous une forme entièrement pure que trois fondements de la légitimité de domination. D'un côté, il examine donc sur quelle base les agents se montrent respectueux de leur maître, ce peut être la loi, la tradition ou le charisme, et d'un autre, il en fait découler des définitions, ce sont ces trois idéotypes. Donc on le voit, la distinction n'est pas toujours aussi évidente qu'elle pourrait paraître. De ce problème posé par l'établissement d'une définition étroite et idéale du châtiment, qui énonce ce que devrait être une peine juste prononcée dans un cadre judiciaire, et non ce qu'est l'acte de punir dans ce qu'on a coutume d'appeler le monde réel, c'est-à-dire tel que les gens l'appréhendent, Hart avait bien conscience, et il mettait d'ailleurs lui-même en garde contre l'usage spécieux qu'on pouvait faire de sa définition en utilisant ce qu'il appelait un definitional stop, un arrêt définitionnel en quelque sorte, c'est-à-dire un usage de la définition avec pour seul objectif d'empêcher la critique. Ainsi, un acte qui consisterait à infliger une souffrance pour l'exemple à une personne qu'on saurait innocente, ou à infliger cette souffrance par l'intermédiaire d'une institution qui n'en aurait pas la légitimité mais se l'octroierait, ne serait pas examiné, selon ce definitional stop, au prétexte qu'il ne s'agirait pas d'un châtiment tel qu'on l'a défini. En somme, si on se tenait à cette définition strictement, le châtiment serait toujours juste, puisque s'il ne l'était pas, il ne devrait plus être considéré comme un châtiment. Ce type de sophisme mérite donc d'être soumis à l'épreuve des faits. Et c'est ce à quoi je vais maintenant m'employer à la lumière d'une série de situations basées en grande partie sur mes propres recherches. Cet examen empirique conduira alors à une reformulation théorique de ce qu'est effectivement le châtiment. Mais comprenons bien, mon propos n'est pas de récuser les définitions philosophiques et juridiques telles que celles que je viens de donner un peu précédemment. Elles ont pour fonction d'énoncer ce que devrait être la forme légitime et donc légale de l'acte de punir. Elles proposent par conséquent un cadre normatif utile. Mais il y a le monde tel qu'il devrait être et le monde tel qu'il est. Et c'est à ce dernier que s'intéressent les sciences sociales. L'argument que je veux développer est que le châtiment s'étend bien au-delà de la définition qu'en donne la philosophie du droit, qu'il affecte des personnes qui n'ont pas commis de crime ou de délit, qu'il est appliqué par des individus et des institutions dont ce n'est pas la mission légale, qu'il peut même être administré en dehors de la loi, voire en contradiction avec elle. Au fond, comme nous le verrons, des 5 critères donnés par Anthony Flew et Hart, un seul résiste à l'analyse, l'infliction d'une souffrance, au minimum d'un désagrément, et un second, que cette infliction soit intentionnelle. Un fait survenu lors des révoltes urbaines déclenchées à l'automne 2005 par la mort de 2 adolescents électrocutés dans le transformateur où ils s'étaient cachés pour échapper à des policiers servira d'illustration du décalage existant entre la définition du châtiment et sa réalité.
Il faut rappeler que s'ils se sont mis à courir en entendant et voyant arriver les véhicules de la brigade anticriminalité, les 3 adolescents, il y en avait en effet un troisième qui a été grièvement brûlé mais n'a pas perdu la vie, n'avaient rien à se reprocher. Ils rentraient d'un match de football, ils avaient hâte d'arriver chez eux avant la rupture du jeûne, car on était dans le mois de Ramadan, mais ils devinaient que si les agents les interceptaient, ils les conduiraient probablement au poste pour contrôler leur identité, puis appelleraient leurs parents pour qu'ils viennent les chercher, ce qui leur ferait non seulement manquer les festivités du soir, mais les exposerait également à se faire punir par leurs parents qui les soupçonneraient d'avoir commis quelques bêtises. Double châtiment, donc, de la police et des parents, alors qu'il n'y avait pas d'infraction. Dans les quartiers populaires comme celui où il résidait, ces interactions avec les forces de l'ordre étaient fréquentes et on ne savait jamais comment elles pouvaient tourner. Comme le disait le commissaire de la circonscription de sécurité publique de la région parisienne, où j'ai mené pendant 15 mois une enquête ethnographique en suivant des brigades anticriminalité dans leurs activités quotidiennes, quand, dans une cité d'habitat social, les adolescents aperçoivent un véhicule de police, me disait-il, ils se mettent à courir. Et si les agents parviennent à les rattraper et à les interpeller, ils se rendent compte que les garçons n'ont commis aucune infraction. Mais alors pourquoi courent-ils ? Se demandait le commissaire. La réponse à sa question était pourtant simple. Même innocents, ils n'étaient pas certains de la manière dont les choses se passeraient. Ils anticipaient les humiliations qu'ils subiraient, les arrestations qui pouvaient s'ensuivre, l'impuissance qu'ils ressentiraient face à cet arbitraire policier. En fait, plus que la tragédie de la mort de ces 2 garçons en tant que tels, ce sont les événements qui l'ont précédé et suivi qui ont entraîné les réactions violentes d'une partie de la jeunesse dans tout le pays. Et j'en viens au cas qui me semble intéressant pour interroger la définition normative du châtiment. Un soir, au cours de cette période, l'équipage de la brigade anticriminalité avec laquelle je me trouvais fut appelé pour un début d'incendie dans une école maternelle. À notre arrivée, les pompiers étaient à pied d'œuvre, d'autres véhicules de police nous avaient précédés, de nombreux habitants assistaient à la scène depuis leurs fenêtres. Faute de pouvoir nous rendre utiles, nous étions nous aussi de simples spectateurs. À un moment, une petite explosion se fit entendre. Il s'agissait d'un cocktail Molotov, probablement jeté depuis un terrain de sport situé à proximité, où nous aperçûmes de loin quelques silhouettes vêtues de sweats à capuche, dont certains de couleur claire. L'équipage courut à leur poursuite, mais les suspects disparurent dans les ruelles avoisinantes, où, en raison du couvre-feu, seuls des cars de CRS se trouvaient stationnés. 3 heures plus tard, alors que nous étions en train de patrouiller en voiture dans les environs, nous vîmes 3 jeunes d'environ 18 ans, d'origine maghrébine, qui bavardaient près de l'entrée d'un immeuble. Les policiers décidèrent de les contrôler, de les fouiller, comme ils le faisaient lorsqu'ils n'étaient pas en intervention et désœuvrés circulaient dans les quartiers populaires. L'un des 3 jeunes n'avait pas sur lui sa carte d'identité car il habitait chez ses parents dans l'immeuble au pied duquel il se trouvait et n'était sorti que pour fumer une cigarette. Il proposa d'aller chercher son document et invita même les policiers à l'accompagner. Mais ces derniers refusèrent et ils l'interpellèrent. Dépités par leur échec plus tôt dans la soirée, ils tenaient là un suspect pour le jet du cocktail Molotov. Le jeune portait en effet, comme c'était la mode à cette époque, un sweat à capuche blanc, immaculé, qui pouvait correspondre à ce qui avait été entrevu à distance dans l'obscurité. Malgré ses protestations de bonne foi, il fut donc emmené au commissariat. Là, les policiers l'interrogèrent sans ménagement, lui dirent qu'il savait ce qu'il avait fait, qu'il vaudrait mieux qu'il avoue, le menacèrent d'une garde à vue et d'un déferment au parquet, puis l'enfermèrent dans une sorte de grande cage en plexiglas située dans la salle de commandement qui servait à retenir, en les surveillant, les personnes arrêtées en attendant leur interrogatoire. L'examen du fichier des infractions révéla la présence d'un quasi-homonyme résidant à la même adresse. Le jeune disait s'appeler Abdelkrim alors que la fiche mentionnait Abdelkarim. Il essaya d'expliquer qu'il s'agissait certainement de lui et qu'on avait du mal à orthographier son prénom, mais le policier s'énerva, répéta la question comme s'il ne comprenait pas et se montra de plus en plus agressif à l'encontre du garçon. Il ne parvint à se calmer qu'après avoir trouvé une plaisanterie qu'il lança à la cantonade, s'amusant de ce que la dernière syllabe du prénom Abdelkrim lui semblait prédestinée, je cite, à faire des conneries. Le jeune, lui, restait silencieux, le visage fermé, paraissant se demander ce qui allait lui arriver. L'interrogatoire dura un long moment et l'intimidation se fit de plus en plus appuyée, en vain. Le garçon n'avoua pas un fait qu'il n'avait probablement pas commis,
ce dont les policiers se doutaient d'ailleurs dès le départ. Finalement, à 1h du matin, ils le laissèrent repartir. Il n'y avait plus de transport en commun. Il ne disposait pas d'un téléphone pour demander qu'on vienne le chercher. J'imaginais qu'il lui faudrait au moins 40 minutes pour rentrer chez lui à pied. Cette scène est banale. Elle correspond à cette forme particulière de sanction qu'on appelle un châtiment aléatoire. Le principe en est de punir une personne au hasard dans un groupe au sein duquel un fait plus ou moins répréhensible est supposé avoir été commis. Au cours d'une enquête que j'ai réalisée dans une classe de 3e de section d'enseignement général et professionnel adaptée, réservée aux étudiants présentant des difficultés scolaires, l'un d'eux me raconta qu'un jour des policiers étaient venus dans sa cité en réponse à l'appel d'un habitant qui se plaignait du bruit des motos près de son immeuble. En les voyant arriver, les adolescents qui se tenaient autour des quelques jeunes motards s'étaient enfuis en courant en l'après-midi, tandis que l'un des agents armés d'un lanceur de balles tirait sans parvenir à les atteindre. Le garçon avait réussi à se cacher dans un parking, mais son frère jumeau s'était fait rattraper et il avait reçu des gifles avant d'être relâché. Il était tout rouge quand je l'ai revu, précisa mon jeune interlocuteur. Il m'a dit « Ils m'ont juste frappé. Ils ne m'ont même pas embarqué. » Il était surpris. À l'évidence, pour lui, les coups valaient mieux qu'une interpellation et les traces sur le corps portaient moins à conséquence que celles laissées dans les fichiers de police. Pour autant, rien n'indiquait que l'adolescent eût quoi que ce soit à se reprocher. Rien ne suggérait même qu'un quelconque délit eût été commis, une nuisance sonore en pleine journée ne relevant pas en l'occurrence de la définition du tapage nocturne. Dans de telles circonstances, la victime du châtiment aléatoire est celui qui court le moins vite ou se cache le moins bien. Il peut être aussi celui avec lequel certains policiers ont un contentieux, d'hommes que ces policiers, avaient interpellés et dont ils apprenaient qu'ils avaient eu une peine d'emprisonnement avec sursis. Ils me disaient parfois qu'ils allaient bien trouver le moyen, je cite, de leur faire sauter leur sursis. À propos de l'un de ces condamnés, un brigadier disait à son collègue « Il ne perd rien pour attendre, t'inquiète, il va la faire sa peine ». Dans ces cas, le châtiment n'est pas aléatoire, il s'agit de régler un compte. L'épisode du cocktail Molotov éclaire remarquablement un aspect méconnu de l'acte de punir, à savoir celui pratiqué non par le système judiciaire, mais par l'appareil répressif. Si l'on en reprend la succession des faits, il y a deux moments. D'abord, c'est le double geste incendiaire, sur une école maternelle, puis aux abords de véhicules de police et de pompiers, sans qu'il soit possible de dire si les deux faits sont liés, sans qu'il soit possible non plus d'inférer si les silhouettes aperçues au loin correspondent aux auteurs de ces actes, car se mettre à courir, comme on l'a vu en voyant des représentants des forces de l'ordre se précipiter dans sa direction, est une attitude habituelle des jeunes de quartiers populaires qui ont l'expérience de possibles dérapages. Ensuite, c'est donc un contrôle de police, quelques heures plus tard, sans justification légale, car rien ne permet d'établir que trois jeunes hommes conversant au pied de leur immeuble dans un quartier dense situé à près d'1 kilomètre du lieu où se sont produits les incidents puissent avoir avec eux une quelconque relation, d'autant que rien dans leur attitude ne suggère qu'ils veuillent même se dérober à l'interaction avec les policiers. En réalité, plutôt qu'une réelle suspicion concernant le jet du cocktail Molotov, c'est la non-présentation d'un document d'identité qui sert de prétexte à l'interpellation. Il s'agit bien en effet d'un prétexte, puisque le jeune homme propose au policier qui le contrôle de l'accompagner chercher ses papiers à son domicile quelques étages plus haut. Le refus opposé à cette requête simple permet aux agents de conduire au poste celui dont officiellement ils veulent vérifier l'identité, mais que subsidiairement ils peuvent présenter comme suspect potentiel. Selon toute vraisemblance, ce dernier ne sait pas ce qu'on lui demande d'avouer, il ne comprend pas pourquoi on le menace d'une garde à vue ou d'un déferment au parquet. L'arrestation, les intimidations, le confinement, les vociférations, la plaisanterie produisent une forme de mortification et un climat d'angoisse d'autant plus intense que le jeune ignore ce qui peut lui arriver. Lorsqu'il est finalement libéré, sans explication ni excuse, il lui faut affronter le froid, d'autant qu'ayant été interpellé devant chez lui, il n'a pas les vêtements chauds de circonstance et il ne lui reste plus qu'à traverser à pied la ville dans la nuit en ruminant probablement sa colère en raison de l'humiliation qu'il vient de subir. Pour les jeunes hommes des quartiers populaires qui appartiennent souvent à des minorités ethno-raciales ou religieuses, cette modalité punitive est bien plus fréquente que ne l'est le passage devant un magistrat. Comme me le disait le responsable des brigades anticriminalité, les Noirs et les Arabes, moi je ne les aime pas, alors quand je peux leur pourrir la vie, je ne le rate pas. De fait, ainsi que j'ai pu l'observer en de nombreuses occasions pendant mon enquête,
Dans leur cas, le simple fait de se trouver dans un espace public les expose à un contrôle d'identité, éventuellement assorti de propos désobligeants, voire insultants, et à une fouille au corps, parfois accompagnée de gestes rudes ou même obscènes, situation au cours de laquelle une réaction inappropriée peut servir à justifier une accusation d'outrage ou de rébellion, dont j'ai rappelé l'augmentation des cas au cours des 3 dernières décennies. Ces interactions ont souvent lieu devant un public d'amis, de parents, de voisins, ajoutant au sentiment de honte. Et j'ai entendu des garçons demander en vain aux policiers qui les contrôlaient et les fouillaient pour une énième fois de bien vouloir le faire un peu plus loin pour ne pas que leur mère ou leur père assistent à cette scène déshonorante. Lorsqu'une interpellation a lieu, quel qu'en soit le motif, même une banale vérification d'identité, la pose de menottes, pourtant strictement encadrée par la loi et réservée aux seuls cas de risque de violence ou de fuite, est imposée à des personnes ne présentant aucun signe de résistance et de surcroît réalisée de sorte à causer des douleurs dont les moqueries des agents montrent qu'elles sont provoquées en connaissance de cause. Cette manière de faire entraîne parfois des neuropathies par compression, dont une étude réalisée par des médecins légistes d'un hôpital universitaire parisien montre qu'elles sont présentes dans plus de 6% des interpellations. Quant au coût, accompagné d'aspergements de gaz lacrymogènes ou de décharges électriques de taser, lors de certaines arrestations et redoublé parfois à l'abri des regards dans le commissariat sur des sujets monotés, il laisse parfois d'importantes séquelles, comme j'avais pu le constater en suivant un procès contre des policiers qui avaient arrêté et frappé un homme turc alors qu'il rentrait paisiblement chez lui une nuit de 31 décembre, l'ayant pris pour le fauteur de troubles d'une fête de réveillon qui se déroulait non loin de là, en réalité dans une famille antillaise. Le visage tuméfié, ce dernier présentait une perforation tympanique, une hémorragie de l'oreille interne, des ecchymoses sur le crâne, des hématomes autour des orbites, une entorse acromioclaviculaire et des contusions sur tout le corps. Condamné à verser 1 200 € de dommages et intérêts à la victime, peine qui n'était pas assortie d'une interdiction d'exercer, les 6 policiers coupables ne s'acquittèrent jamais de leurs dettes, et lorsque, pour les rappeler à leur obligation légale, l'avocat de l'homme turc s'enquit auprès de la Direction centrale de la sécurité publique de leurs affectations, car ils avaient tous été mutés, la réponse de l'administration fut qu'elle ne les connaissait pas. Ces dommages, tant physiques que psychiques, avec leurs implications sociales, concernent donc aussi bien des personnes présumées avoir commis un délit que des personnes prises au hasard. Considérer qu'il serait le fait de policiers déviants, comme l'affirment les autorités dans les cas exceptionnels où des violences graves donnent lieu à des poursuites devant les tribunaux, reviendrait à ignorer le soutien dont ils bénéficient, non seulement de leurs syndicats, mais également de l'institution tout entière, et ce jusqu'au plus haut niveau de l'État. Mais s'agit-il de châtiment ? N'a-t-on pas affaire simplement à des violences policières relevant d'abus de pouvoir ? Il est vrai que les faits que je viens d'évoquer ne correspondent guère aux définitions proposées par Anthony Flew et Hunt, dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout d'abord, l'autorité qui intervient n'a pas pour fonction officielle de punir. Lorsqu'un délit est supposé avoir été commis, les forces de l'ordre doivent transmettre à la justice les éléments nécessaires pour décider d'une éventuelle poursuite et possiblement d'une peine, mais elles ne sont pas habilitées à sanctionner autrement que par la délivrance d'une amende. Ensuite, la souffrance infligée affecte des individus sur lesquels ne pèse pas de présomption de culpabilité. Le traitement qui leur est fait tient au seul fait de résider dans un quartier où un délit a été commis et d'appartenir à une catégorie sociale ou un groupe d'âge qui éveille la suspicion. Enfin, les pratiques utilisées contreviennent à la loi. Le contrôle, la fouille et le menottage, réalisés sans justification tels que définis par le Code de procédure pénale, sont illégaux. Le sont de même les atteintes à la dignité des personnes et à leur intégrité physique. Quant au maintien prolongé au commissariat après une arrestation, donnant lieu à une libération tardive sans que n'ait été retenue aucune infraction, mais obligeant souvent les personnes à rentrer chez elles à pied, il s'avère qu'elles sont des brimades habituelles dont les juges recueillent les échos et dont un rapport du syndicat de la magistrature faisait état. Pour ces 3 raisons, donc, que je viens d'indiquer, autorité non dédiée, innocents interpellés, pratiques illégales, on serait enclin à ne pas assimiler les faits que j'ai rapportés à des châtiments, puisqu'ils ne s'accordent pas avec la définition des philosophes. Or, ce serait ignorer la signification que les acteurs donnent à ces scènes de la vie urbaine. D'abord, pour les policiers, les raisons de ce qu'ils conçoivent comme une juste punition sont principalement de 2 ordres.
D'une part, ils considèrent qu'ils ont affaire à des jeunes dont la plupart sont des délinquants ou au mieux des complices. Dès lors, si celui qu'ils ont pris n'est pas coupable du fait qui lui est reproché, il a pu l'être à un autre moment d'un autre fait pour lequel il n'a pas été inquiété. Et même par extension, dans ces environnements avec lesquels ils ont rarement de familiarité, car 8 sur 10 viennent de zones rurales ou de petites villes, parmi ces policiers, quartiers qu'ils décrivent volontiers comme une jungle dont les habitants sont parfois appelés des sauvages, une sorte d'indifférenciation s'opère qui peut conduire à mettre en cause un jeune pour un autre, ou même pour le groupe entier, dans une sorte de synecdoque répressive où la partie représente le tout. Leur pratique punitive aléatoire semble gouvernée par la formule « si ce n'est toi, c'est donc ton frère » ou l'un des tiens de la fable du loup et de l'agneau. Mais d'autre part, deuxième raison pour les policiers, ils pensent que la justice ne fait pas son travail, que les juges sont trop laxistes, discours volontiers entretenus par des ministres de l'Intérieur successifs et démentis par toutes les études statistiques qui montrent au contraire une sévérité croissante des parquets et des tribunaux. Nous avons pu en avoir des éléments lors des premières leçons. Nous arrêtons des délinquants et le lendemain ils sont remis dehors. Telle est l'antienne que ressassaient désabusés les policiers pendant les patrouilles que je faisais avec eux. Le principal syndicat des gardiens de la paix avait exprimé brutalement en déclarant en 2021 que, je cite, « le problème de la police, c'est la justice ». Dans ces conditions, les sévices physiques et psychologiques exercés dans la rue, dans les véhicules ou dans le commissariat se trouvent légitimés comme manière de punir ceux dont ils imaginent qu'ils ne le seront pas ou pas assez par les magistrats. Cette double représentation d'une délinquance généralisée et d'une mansuétude judiciaire concourt à fonder une justification morale de ces pratiques illégales et à en faire des châtiments justes. On punit des individus qui, s'ils ne sont pas factuellement coupables, le sont potentiellement, et s'ils sont présentés devant un magistrat, seront probablement épargnés. C'est ce qu'on appelle en anglais street justice, la justice dans la rue, une pratique dont le criminologue états-unien Gary Sykes justifie comme partie intégrante de l'activité ordinaire des policiers. Cette activité correspond selon lui, je le cite, à un mandat moral de justice informelle, distributive et punitive dans les situations où des individus violent les normes de la communauté et empiètent sur les droits des personnes et le droit de propriété. Donc cette définition, pour lui, est positive. Donc on a affaire, en somme, à une délégation de justice aux forces de l'ordre. Mais au moins cette délégation devrait-elle supposer qu'ils aient affaire à un coupable présumé. Ensuite, de l'autre côté, non plus celui des policiers, mais du côté du public, ces pratiques que le public considère injustes n'en sont pas moins vécues comme punitives. Elles lui paraissent certes iniques, non seulement parce qu'elles affectent des personnes qui devraient bénéficier d'une présomption d'innocence, tant qu'elles n'ont pas été présentées devant un magistrat, mais aussi parce qu'elles prennent essentiellement pour cible des membres des classes populaires et des minorités ethno-raciales. Mais elles n'en ont pas moins pour ces personnes et pour leur entourage tous les caractères d'un châtiment. Lorsqu'elles ont commis une infraction, elles comprennent que cette punition redouble la probable peine que prononceront les juges, et lorsqu'elles sont innocentes, elles savent que cette punition les vise pour qui elles sont et non pour ce qu'elles ont fait. Du reste, elles ne l'ignorent pas, ce que la police s'autorise avec elles ne serait guère concevable dans des zones résidentielles. Une confirmation m'en fut donnée par le chef de la brigade anticriminalité au début de mon enquête. Alors que nous passions en voiture à proximité de l'un de ces ensembles d'immeubles de classe moyenne, il commenta à mon intention qu'il n'y avait jamais mis les pieds et n'en connaissait même pas le nom. S'il n'y avait jamais été appelé, dit-il, la raison en était simple, il y a très peu d'Arabes et de Noirs. Cette explication, peu convaincante, dans la mesure où il affirmait ne pas y être allé, s'avérait en revanche la confirmation de préjugés racistes dont les patrouilles auxquelles je participais me donnaient des illustrations. Mais de surcroît, les unités de police n'avaient pas besoin de recevoir des appels pour se rendre dans les quartiers d'habitat social, car telle était leur routine précisément, qui leur donnait l'opportunité d'opérer des contrôles d'identité, de réaliser des fouilles à corps, permettant parfois de découvrir une barrette de hashish et d'interpeller la personne. Le sophisme
du brigadier offrait ainsi un éclairage sur les pratiques punitives de la police. Dans les zones résidentielles, elle n'allait pas car elle n'était pas sollicitée. Dans les zones populaires, elle allait, bien que n'étant pas sollicitée. Dès lors, elle ne découvrait d'illégalisme que dans les secondes, les cités populaires, puisqu'elle ne les recherchait pas dans les premières, les zones résidentielles, ce qui confirmait les agents dans leur croyance que seuls les habitants racisés des quartiers d'habitat social commettaient des délits, et donc dans le bien fondé des pratiques qui les discriminaient. Ces catégories de population sont ainsi ce que le sociologue canadien John Alan Lee qualifie de police property, propriété de la police. L'expression désigne ceux pour lesquels les autorités délèguent aux forces de l'ordre le pouvoir de les contrôler et de les sanctionner. Alors résumons. Premièrement, les forces de l'ordre imposent à des individus appartenant le plus souvent à certaines catégories sociales et minorités raciales des contraintes physiques et psychiques allant des vexations au cou auxquelles elles-mêmes et les individus concernés attribuent une signification punitive. Deuxièmement, elles considèrent ces châtiments comme justes, dans la mesure où d'un côté, les publics qui les subissent sont présumés délinquants, au moins potentiellement, et de l'autre, les magistrats supposément laxistes risquent de ne pas les sanctionner. Troisièmement, elles peuvent ainsi arrêter et malmener des personnes innocentes, ou tout au moins dont la culpabilité est improbable, y compris dans des situations dans lesquelles aucune infraction n'a été commise. En somme, policiers et gendarmes punissent, car c'est bien de châtiment qu'il semble s'agir et non simplement de violence, de manière souvent extralégale et toujours extrajudiciaire, des personnes qui n'ont pas nécessairement commis un délit ou un crime, mais sont de fait considérées comme relevant du pouvoir discrétionnaire des forces de l'ordre, ce qui met ainsi à mal 3 des 5 critères par lesquels la philosophie du droit définit le châtiment: l'existence d'une infraction supposée, la présence d'un coupable présumé, l'application de la sanction par une autorité chargée de cette fonction. Il ne reste que 2 éléments de la définition originelle, l'infliction d'une souffrance de façon intentionnelle, comme je l'ai dit précédemment. Cette souffrance intentionnellement infligée peut prendre des formes extrêmes. Le 2 février 2017, certains d'entre vous s'en souviendront, un jeune homme de 22 ans d'origine congolaise, connu sous le diminutif de Théo, est grièvement blessé lors d'une interpellation dans la cité dite des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Les faits ont été reconstitués par la défenseur des droits dans un rapport publié 3 ans plus tard, au terme d'une enquête qui s'appuie sur toutes les pièces disponibles, y compris les vidéos et les témoignages, et révèle les multiples dysfonctionnements de l'intervention policière, à commencer par l'intervention elle-même, sans justification légale. Alors que Théo salue un groupe d'amis sur le parvis du centre culturel, 4 policiers, dont l'un est armé d'une matraque télescopique, font irruption, leur ordonnent de se placer contre le mur. Le contrôle d'identité dégénère après que l'un des jeunes, ayant protesté contre un fonctionnaire qui le menace d'une amende, reçoit de ce dernier une gifle. Prenant la défense de son camarade, Théo tente de s'interposer, mais il reçoit un coup de poing. Appréhendé violemment par les 2 agents, il cherche alors à se dégager pour se placer dans le champ des caméras de vidéosurveillance. La suite des faits est donc filmée, contredisant les déclarations écrites peu après par les policiers. La veste du garçon a été arrachée, son pantalon est tombé, il est plaqué au sol, aspergé de gaz lacrymogène sur le visage, molesté aux jambes et à la tête avec la matraque. Il se relève néanmoins en essayant de résister au menottage sans lui-même faire preuve de violence. Les 3 policiers se jettent sur lui, l'un d'eux le frappe au visage, un autre lui administre un coup d'estoc dans la région anale avec la pointe de sa matraque. Le jeune homme s'effondre, il a une large plaie avec une déchirure du rectum. Alors qu'il est immobile, recroquevillé sur le sol, les policiers le menottent tout en continuant à le brutaliser. L'un d'eux lui met un crochet dans l'abdomen, un deuxième lui assène un nouveau coup de matraque, un troisième lui écrase la nuque avec son genou, recourant au geste qui causera un peu plus tard la mort de George Floyd aux États-Unis. À 2 reprises, il heurte sa tête contre le parapet. Le chef de la petite unité jette une grenade lacrymogène en direction de personnes qui, à distance, assistent à la scène, tandis que des policiers d'une brigade anticriminalité, venus en renfort, lancent des grenades de désencerclement sur 2 témoins et qu'un agent tire avec un lanceur de balles de défense sur l'un d'eux en train de s'éloigner. Pendant le transfert au commissariat, Théo, qui est menotté dans le dos et dont la douleur anale est insupportable, est encore frappé, insulté, moqué. Les apostrophes racistes et homophobes pleuvent. Son pantalon est taché de sang. Je crois qu'il saigne du fion, dit en riant l'un des agents. Ça mérite un petit snap, commande joyeusement son collègue, qui prend en effet une photo avec son téléphone pour la mettre sur l'application de partage d'images Snapchat.
Dans le poste de police, comme il ne peut s'asseoir, Théo s'allonge sur le sol près d'un banc auquel on l'attache. Un fonctionnaire finit par appeler les pompiers qui constatent la gravité de la blessure et l'urgence d'une intervention chirurgicale. Malgré l'opération, la lésion sphinctérienne avec une déchirure périanale de 10 cm et des destructions rectocoliques importantes entraîne une invalidité permanente. Plusieurs années après le drame, le jeune homme est toujours porteur d'une stomie digestive, c'est-à-dire d'une ouverture de l'intestin à la peau dans une poche pour évacuer les selles. Sur la base de l'enquête de l'inspection générale de la police nationale, la juge qui a été saisie du dossier met en examen les 3 policiers pour, je cite, « violence volontaire en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique », et l'auteur de la perforation du rectum est, lui, accusé de, je cite, « viol aggravé ». Ce dernier chef d'accusation sera ultérieurement abandonné et les avocats de la victime évoqueront alors des actes de torture et de barbarie. Mais peut-on parler dans ce cas de châtiment ? À lire les témoignages, le caractère punitif des brutalités ne semble guère laisser de doute. Alors qu'il cherche à s'interposer au début, un policier le traite de provocateur. Plus tard dans le véhicule, son collègue lui dit « T'as voulu faire le malin, maintenant regarde comment t'es ». Enfin, au commissariat, avant son transfert à l'hôpital, un 3e agent s'amuse, il fait du cinéma, il a voulu faire le grand. Il y a donc bien une intention d'infliger une souffrance comme mesure de rétorsion pour avoir voulu défendre un camarade et s'est ainsi opposé aux forces de l'ordre. Mais cette souffrance est particulière. La pénétration par la matraque est une atteinte à ce que le sociologue Marwan Mohamed appelle le capital de virilité, qui dans les quartiers populaires permet de s'affirmer, de se valoriser, de se défendre aussi. Le geste est accompagné, je l'ai dit, d'injures racistes et homophobes qui suggèrent qu'il s'agit de s'en prendre à l'image de la masculinité que représentent les jeunes hommes noirs. On apprend à cette occasion que ce type de pratique n'est pas exceptionnel dans les unités de police et même qu'il existe un usage réglementaire des matraques télescopiques dans la région pelvienne, susceptible de provoquer une douleur suffisamment intense pour déstabiliser la personne interpellée. Au-delà cependant de ces formes extrêmes, les agressions sexuelles à la fois verbales et physiques, notamment lors des palpations, à l'occasion des contrôles d'identité, font partie de l'arsenal punitif de la police à destination des jeunes hommes des quartiers populaires, et ce, indépendamment de culpabilités éventuelles. Et d'ailleurs, Théo avait lors des faits un casier judiciaire vierge. Il n'était pas, selon l'expression usuelle, connu des services de police. Il n'était, à l'époque, suspect d'aucun délit lors de l'intervention de la brigade qui l'a interpellé. Les membres de cette dernière, dont on a découvert qu'ils étaient impliqués dans plusieurs autres cas de violence en réunion, ont été jugés en janvier 2024, 7 années après les faits. Le sociologue Michel Kokorev en a fait l'analyse du procès. Reconnus auteurs de violences volontaires par l'avocat général, les 2 policiers, auteurs de coups de poing et de pied sur la victime menottée, blessée et immobile, sont condamnés symboliquement à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Leurs collègues, dont le geste a entraîné une infirmité permanente avec les circonstances aggravantes d'avoir été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique avec arme et en réunion, ce qui le rendait passible d'une peine de 15 ans de prison ferme, a été condamné à 12 mois avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercice sur la voie publique. À l'annonce du verdict, une députée présente en soutien à la famille de Théo a parlé de 2 poids, 2 mesures, comparant la sanction bénigne du policier auteur de la grave blessure et la peine sévère de 18 mois d'emprisonnement ferme prononcée contre un homme de 28 ans pour le vol d'une canette de boisson énergisante lors des désordres urbains qui avaient suivi le meurtre d'un adolescent par le tir à bout portant d'un agent des forces de l'ordre en juin 2023. Quelles qu'elles soient, les punitions extrajudiciaires et discriminatoires des forces de l'ordre sont doublement illégales en tant qu'elles sont extrajudiciaires, autrement dit qu'elles ne respectent pas le principe selon lequel le châtiment est délivré par la justice sur la base au moins théorique d'une possibilité pour le suspect de se défendre et d'être défendu, et en tant qu'elles sont discriminatoires, autrement dit qu'elles affectent de manière différentielle et disproportionnée les personnes racisées de milieux modestes, y compris lorsqu'ils sont innocents. Une évolution récente de la législation française montre d'ailleurs que la volonté de l'État est de rendre légales les pratiques punitives extrajudiciaires des forces de l'ordre. La loi du 18 novembre 2016, dite « Justice du XXIe siècle », a en effet créé une amende forfaitaire délictuelle
évoquée par Ivana Obradović lors du premier séminaire. Une amende forfaitaire délictuelle donc, qui permet aux policiers et aux gendarmes d'administrer à une personne qui commet un délit une sanction pénale inscrite au casier judiciaire sous la forme d'une somme qu'elle doit payer au trésor public. Cette sanction est donc une peine qui court-circuite le cheminement habituel dans le système de justice. Elle est imposée en dehors de toute procédure contradictoire, puisqu'il n'y a pas d'avocat pour défendre le contrevenant. Elle ne permet pas une individualisation en fonction du contexte, puisque le montant de l'amende ne peut être modifié. Elle le fait sans contrôle du juge, puisqu'il n'est pas saisi. Le policier ou le gendarme prend seul une décision qui, parce que la pénalité s'élève à plusieurs centaines d'euros avec un plafond fixé à 3 000 euros en cas de majoration, peut s'avérer très contraignante pour les budgets de ménages modestes et qui, parce qu'elle donne lieu à une inscription au casier judiciaire, peut avoir des conséquences majeures sur la vie future, professionnelle, mais également pénale de la personne. Or, l'amende forfaitaire délictuelle concerne certains faits mineurs, non commis en récidive, et son champ d'application ne cesse de s'élargir. Il s'agissait au départ de sanctionner des délits routiers de conduite après suspension du permis ou sans assurance. Mais en quelques années, ont été ajoutés le tapage nocturne, la vente à la sauvette, l'entrave à la circulation, le port d'une arme blanche, l'installation sur un terrain privé, l'introduction de boissons alcoolisées dans un stade, l'usage injustifié du signal d'alarme dans un train, l'occupation en réunion des halls d'immeubles et d'autres encore. Enthousiaste de cette mesure nouvelle, le président de la République avait même souhaité l'appliquer à quelques 3 400 infractions, mais il en avait été finalement empêché par le Conseil d'État. En 5 ans, ce sont 840 000 amendes forfaitaires délictuelles qui ont été livrées avec une forte progression d'année en année. Officiellement, la raison d'être de ces amendes forfaitaires délictuelles est une simplification des procédures, un allègement de la charge des tribunaux, une efficacité plus grande et plus rapide des sanctions. Mais dans les faits, c'est une transformation majeure du système pénal avec un accroissement des prérogatives des forces de l'ordre et un recul du pouvoir de l'institution judiciaire au détriment des droits des justiciables, avec des implications graves pour les personnes sanctionnées, notamment lorsqu'elles ne peuvent pas payer les amendes. Un tournant dans l'extension du domaine de l'amende forfaitaire délictuelle a été en 2019 l'inclusion de l'usage de stupéfiants, en l'occurrence presque toujours du cannabis. Les forces de l'ordre peuvent infliger une sanction de 200 € lorsqu'elles constatent une consommation ou plus souvent à l'occasion d'une fouille de la personne ou de sa voiture. La possession d'une petite, dans laquelle on trouve la possession d'une petite quantité de ce produit. Cette nouvelle prérogative a conduit à une augmentation de 35% du nombre de condamnations pour simple usage, lesquelles dépassent désormais les 250 000 par an, dont 57% sont des amendes, tandis que leur proportion dans l'ensemble des sanctions pour infraction à la législation sur les stupéfiants a progressé plus spectaculairement encore, de 16% en 2000 à 54% en 2020, soit une multiplication par 3,5. Autrement dit, alors que les études épidémiologiques révèlent une baisse de la consommation régulière de cannabis parmi les adolescents et les jeunes, on note une augmentation considérable des condamnations, essentiellement pour usage simple, cette augmentation étant liée à la conjugaison d'un durcissement de la politique répressive et de l'exercice par les forces de l'ordre de leur pouvoir de punir les usagers d'un produit dont il faut rappeler que la consommation privée et la détention de petites quantités sont dépénalisées ou tolérées dans la plupart des pays européens. Or, l'observation de l'activité quotidienne de la police, telle que j'ai pu la conduire, montre que tandis que ces véhicules sillonnent les quartiers de logement social et que ces agents y font quotidiennement des contrôles et des fouilles de ces jeunes qu'ils croisent, ils ne se rendent pratiquement jamais aux abords des lycées, des universités, des écoles de commerce pour de semblables vérifications et lorsqu'ils le font, ne sanctionnent jamais les consommateurs ostensiblement présents dans l'espace public et ne vérifient jamais une éventuelle possession. Par conséquent, ceux qu'affecte la mise en œuvre des amendes forfaitaires délictuelles sont presque toujours les jeunes des quartiers populaires. Plus que jamais, la police dispose de moyens pour exercer, cette fois de manière légale, quoique extrajudiciaire, leur faculté de punir.
L'amende forfaitaire délictuelle est par définition discrétionnaire. Le policier ou le gendarme peut décider de la donner ou non, comme c'est le cas d'ailleurs de tout procès-verbal. Elle lui octroie donc un pouvoir de discriminer, dont il use en sanctionnant presque exclusivement certaines catégories de population, ce qui officialise leur statut de propriété de la police. Saisie de nombreuses réclamations à ce sujet, la défenseur des droits a dénoncé un dispositif qui déroge, je la cite, qui déroge à plusieurs principes du droit pénal et de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne l'arbitraire des décisions, l'absence de contradiction judiciaire et la difficulté de faire recours. Elle a recommandé de mettre fin à cette sanction pénale que le syndicat des avocats de France décrit comme, je cite, une justice au rabais et inégalitaire, ajoutant, je cite encore, que ce prototype d'une pénalisation automatique sans contact humain, sans recours effectif à un juge, sans accès à la défense, participe de la création d'un droit pénal postmoderne où la procédure pénale constitue l'instrument de régulation du système pénal. Il est vrai que pour le gouvernement et le législateur, la création de ce dispositif était conçue comme une pièce essentielle d'un texte qui s'intitule précisément « Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle ». Les châtiments extrajudiciaires infligés par les forces de l'ordre ne concernent toutefois pas seulement les habitats des quartiers populaires, ils existent dans d'autres circonstances, en particulier lors de manifestations. On distingue en effet dans l'activité des policiers et des gendarmes ce qui relève de la sécurité publique, c'est-à-dire de la délinquance, de la criminalité, dont les opérations dans les zones urbaines réputées sensibles que je viens de décrire sont l'expression la plus caractéristique, et ce qui appartient à l'ordre public, c'est-à-dire les différents modes de protestation collective, tels les marches, les rassemblements, les mouvements de révolte, les occupations de bâtiments. Bien qu'il puisse s'agir des mêmes unités d'intervention, notamment les brigades anticriminalité, la confrontation est de nature différente puisqu'elles font face non à des individus mais à des foules. Dans les années 2010, ce qu'on appelle maintien de l'ordre s'est nettement durci en France, les institutions et les experts internationaux dénonçant régulièrement l'excès d'usage de la force et le non-respect du droit dans notre pays. En particulier, l'utilisation large d'armes sublétales, comme les lanceurs de balles de défense, et même d'armes de guerre, comme les grenades de désencerclement, avec les mutilations qu'elles entraînent, notamment éclatement de globes oculaires, fractures de la face, mains arrachées, hémorragie intracrânienne et même les comas et les décès qu'elles ont causés, ont conduit à parler, je cite, de violence policière, dont pour les seules mobilisations de Gilets jaunes, 313 ont fait l'objet d'enquêtes de l'Inspection générale de la police nationale et 23 de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale. La France a d'ailleurs fait l'objet, pour sa répression de ces manifestations, de condamnations du Parlement européen pour les interventions violentes, je cite, l'intervention violente de ces forces de l'ordre lors de protestations pacifiques, et des Nations unies pour, je cite, les blessures graves causées par un usage disproportionné d'armes dites non létales qui menacent l'exercice des libertés. Cependant, à côté de ces violences, et les qualifier ainsi, on observe au cours et surtout au décours des manifestations des pratiques similaires à celles constatées dans les quartiers populaires, ce qui était beaucoup moins le cas jusqu'alors. Il y avait une véritable différenciation entre les deux modes d'action à l'égard de ces publics. Qu'il s'agisse d'interpellations aléatoires, de poses irrégulières de menottes, de gardes à vue injustifiées, d'humiliations, de brimades, d'insultes et parfois de brutalité. Dans ces cas, la dimension punitive et non plus simplement sécuritaire qu'on aurait dans la manifestation devient patente. Une doctorante de l'École des hautes études en sciences sociales, qui est membre du syndicat Solidaire étudiante, m'a autorisé à utiliser le texte qu'elle a écrit pour témoigner des conditions de sa détention dans les locaux de la police après son arrestation, avec 28 autres de ses collègues, alors qu'un petit groupe d'étudiantes et d'étudiants occupait depuis quelques heures un espace dans les sous-sols du campus Condorcet à Aubervilliers. Ceci en protestation contre les réformes en cours sur les retraites et sur l'immigration. Elle écrit que les policiers se moquent d'eux, de leurs idées, de leur engagement, piétinent leurs banderoles et leurs tracts en riant, les traitent de sales gauchistes et leur demandent s'ils croient qu'ils vont changer le monde. Elle raconte le menottage, 2 par 2 pendant le transport, puis au commissariat l'entassement à 10 dans une cellule prévue pour 2 personnes, le refus d'amener un gardé à vue blessé à l'hôpital, les restrictions d'usage des toilettes, la privation du recours à un avocat, l'impossibilité de prévenir ses proches,
les procès-verbaux assignés sans être autorisés à les lire, et tout au long des 20 heures que dure la détention, la peur de ne pas savoir ce qui va leur arriver, attisée par les menaces. Elle explique avoir fait un malaise au milieu de la nuit alors qu'elle subissait un interrogatoire agressif et ne pouvant se relever seule, avoir été traînée sur le sol par les poignets puis portée dans l'escalier, sa tête cognant sur les marches, jusqu'à être jetée dans une cellule de garde à vue sans autorisation de voir un médecin. Et elle conclut « Il nous punissait pour ce que nous représentions, ce que nous étions. Il nous punissait avant le jugement. C'est comme s'il savait qu'il n'allait rien nous arriver après, juridiquement parlant. Il profitait de notre faiblesse constamment pour nous interroger sur nos idées politiques, pour en rire. » La frontière entre violence et châtiment peut sembler, là encore, indéterminée ou indécise, et du reste, dans de telles conditions de captivité, le châtiment implique effectivement des violences verbales, physiques, psychologiques, favorisées par la situation d'abus de pouvoir. Mais outre la conscience qu'a clairement l'étudiante d'être punie, et la conscience que semblent avoir aussi les policiers de la punir, il y a dans cette violence l'idée de donner une correction, c'est-à-dire de corriger un fait répréhensible. Alors de quelle correction? Pour quel fait? On peut bien sûr penser qu'il y a l'acte commis, à savoir l'occupation d'un local universitaire, mais d'une part, en absence de dégradation, il n'y a juridiquement guère matière à sanction, et d'autre part, à aucun moment, les policiers ne font même référence à un éventuel délit. Ce dont ils accusent les étudiantes et les étudiants, d'ailleurs autant sur le mode de la dérision que sur le mode de l'indignation, c'est d'être des gauchistes qui croient qu'ils peuvent changer le monde, je cite. Ce qui leur est reproché, c'est leur idéologie, tout comme ce qui, dans les quartiers populaires, est reproché aux jeunes hommes, c'est au moins implicitement, mais en réalité souvent de manière explicite, à travers des propos racistes, leur origine, qui les rend illégitimes. Dans les deux cas, l'acte de punir vise moins ce qu'ils font que ce qu'ils sont ou ce qu'ils représentent. L'existence de ces punitions extrajudiciaires par les forces de l'ordre et leur fondement en termes d'identification politique ou raciale plutôt qu'en termes d'infractions commises invite donc à reconsidérer la définition du châtiment telle qu'elle est formulée par la philosophie du droit que j'ai rappelée au début. Et comme nous allons le voir, bien que la France se distingue au sein de l'Union européenne par la normalisation de ces pratiques pourtant condamnées par les instances internationales, elles peuvent prendre dans le reste du monde des formes bien plus graves, et de surcroît, elles ne représentent qu'une partie des actes de punir qui échappent à la définition. Je vous remercie.